Notre premier point à l'ordre du jour, c'est la communication de nos collègues Marietta Caramonli et Ludovic Mendes, rapporteurs pour information sur la réforme européenne du droit d'asile. La parole est avec vous. À vous, pardon. Merci, Madame la Présidente. Les journées sont bien chargées, mais la force sera avec nous, ne vous inquiétez pas. Donc, Madame la Présidente, mes chers collègues, l'intervention est un peu longue, je préfère vous le dire en amont. On aurait pu faire encore beaucoup plus long, malgré qu'on ait parti que 3 jours sur le territoire grec. Nous allons aujourd'hui donc rendre compte du déplacement que nous avons effectué à Athènes et à l'île d'Esbos le 17 et le 18 octobre. Pourquoi avoir choisi de nous rendre dans ce pays? Parce que la pression migratoire reste forte en Grèce et au cours de l'année 2018, elle a changé de forme. Alors qu'en 2017, les arrivées se faisaient essentiellement par voie maritime dans les îles grecques, en 2018, on a observé une très forte augmentation des franchissements irréguliers de la frontière entre la Grèce et la Turquie. Aujourd'hui, les autorités grecques restent en alerte car elles constatent des flux irréguliers d'arrivées et elles doivent composer avec leurs voisins turcs qui semblent parfois faire du chantage à l'Union européenne en relâchant sa surveillance sur les frontières. L'instabilité de la situation en Syrie est aussi une forte source d'inquiétude car des flux migratoires massifs pourraient reprendre brusquement. Rappelons qu'au niveau européen, 2018 a aussi marqué une nette évolution. La route migratoire principale est désormais la route de la Méditerranée occidentale, avec plus de 53 000 migrants entrés en Espagne depuis le début 2018, et la deuxième voie d'accès à l'Europe est la route orientale par la Grèce et les Balkans. Depuis le début de 2018, un peu plus de 40 000 migrants sont arrivés en Grèce, dont un peu plus de 13 000 par la frontière terrestre. Aller en Grèce nous a paru primordial dans le cadre de notre mission sur la réforme européenne du droit d'asile, car ce pays a été et reste aujourd'hui encore un champ d'expérimentation pour les autorités européennes. C'est en Grèce, par exemple, que furent lancés les premiers centres d'identification et d'enregistrement de migrants, couramment appelés les hotspots. Et c'est aussi dans ce pays que la Commission européenne a testé l'extension des missions de certaines agences européennes comme Frontex et surtout la future agence européenne de l'asile, EASO. La situation de la Grèce reste cependant tout à fait spécifique en Europe, du fait de sa situation géographique de très grande proximité avec la Turquie et de la présence de 4000 îles sur son territoire, ce qui rend la surveillance de ses frontières très complexe. La Grèce est aussi atypique du fait des lacunes de son organisation administrative. Elle a dû faire face à l'automne 2015 à une situation de crise exceptionnelle avec des flux d'arrivée atteignant de 6 000 à 8 000 personnes par jour. Progressivement, la Grèce, qui était un des pays de transit car les migrants ne souhaitaient pas y demeurer, a dû trouver des solutions pour accueillir durablement des réfugiés qui ont été contraints de demander l'asile dans ce pays car les frontières européennes le long de la route des Balkans se sont fermées. Je voudrais maintenant aborder les conséquences défavorables de la déclaration Union européenne-Turquie pour la situation des réfugiés en Grèce. Il faut ici rappeler les conséquences de la déclaration Union européenne-Turquie le 18 mars 2016, qui prévoyait des mesures exceptionnelles pour stopper le flux migratoire en provenance de la Turquie. En contrepartie d'un très gros effort financier de l'Union européenne pour permettre d'organiser l'accueil des réfugiés syriens en Turquie, ce pays s'engageait à reprendre toutes les personnes ayant gagné les îles grecques en partant des côtes turques. Cet accord a eu pour conséquence que tous les migrants arrivés dans les hotspots grecs après le 20 mars 2016 avaient obligation de rester sur les îles durant l'instruction de leur demande d'asile et pour faciliter les réadmissions en Turquie. L'application de cet accord a posé de multiples problèmes, mais encore des conséquences très défavorables pour la Grèce et pour les réfugiés qui sont bloqués dans les îles alors que les hotspots sont totalement saturés. Pour mémoire, je rappellerai que les réadmissions en Turquie ont été très faibles puisque d'avril 2016 à la fin de septembre 2018, elles n'ont concerné que 1 738 personnes, dont une forte proportion de Pakistanais, environ 38%. Depuis 2 ans, la saturation des hotspots empire, car en dépit d'un faible nombre de réadmissions et des lenteurs d'instruction des demandes d'asile, aucune autorité politique n'a pris la décision de modifier la règle de la restriction géographique imposée par cet accord Union européenne-Turquie. C'est finalement grâce à une décision du Conseil d'État grec d'avril 2018 qui a considéré que la restriction géographique faisait peser sur les îles grecques une charge disproportionnée que le gouvernement grec a décidé de réformer sa législation en permettant à certains réfugiés, ceux reconnus vulnérables, de se déplacer sur l'ensemble du territoire grec. Dresser le bilan de cet accord Union européenne-Turquie n'entre pas dans le cadre de notre mission. Mais en se limitant à ses conséquences sur la situation en Grèce, nous avons de profondes interrogations. Lorsque nous avons rencontré le conseil diplomatique du ministre chargé de la politique migratoire, nous avons eu l'impression que la Grèce subissait les conséquences d'un accord sans pouvoir réellement influer sur les flux migratoires qui subsistent en provenance de la Turquie.
De plus, la Turquie a dénoncé l'accord bilatéral de réadmission qui existait avec la Grèce, ce qui a pour conséquence immédiate de rendre impossible le renvoi en Turquie d'un migrant entré irrégulièrement en Grèce par la frontière terrestre. La Grèce semble subir les conséquences du bras de fer entre l'Union européenne et la Turquie au sujet des flux migratoires, mais bien au-delà. Ce qui est en jeu, ce sont les futures relations entre la Turquie et l'Union européenne. Certains estiment que l'Union européenne a payé le prix pour que la Turquie constitue un sas pour le maintien sur place des migrants, la Grèce ayant, elle, à garder ceux déjà sur place ou passant par son propre territoire, au gré de la volonté de plus ou moins forte des autorités turques. Malgré un soutien financier très conséquent de l'Union européenne et la présence massive d'ONG et de professionnels compétents des différentes agences européennes, la Grèce se perçoit comme victime du manque de solidarité des autres pays de l'Union européenne dans une période où elle a connu des difficultés économiques très sévères. La Grèce a été soumise à des injonctions contradictoires de la part de l'Union européenne. D'un côté, elle devait réaliser des mesures d'économie pour redresser la situation de ses comptes publics, et dans le même temps, elle devait faire face à l'organisation de l'accueil de réfugiés, alors qu'elle ne disposait pas de services publics préexistants spécialisés dans le domaine du droit d'asile. Je voudrais maintenant aborder la question de l'organisation de l'accueil de ces réfugiés et souligner les lacunes qui persistent dans les services offerts par les services publics grecs. Selon le ministre en charge de la politique migratoire, la Grèce accueille sur son territoire 70 000 réfugiés, dont 17 600 dans les îles de l'Égée orientale. Il existe 5 hotspots sur les îles situées à proximité des côtes turques et plus un autre situé dans le nord-est à Philakio. Désolé. La responsable du HCR pour la Grèce a souligné la dégradation de la situation actuelle pour les réfugiés. Les conditions d'hébergement sont très précaires à Samos, tout particulièrement, où le nombre de réfugiés est 5 fois plus élevé que le nombre de places, et également au centre de Moria, donc à Lesbos, 7 500 personnes pour 2 500 places. Nous avons pu constater à Moria, le camp constitué en grande majorité par des tentes, une minorité de personnes étant hébergées dans les sols des mobil-homes. La gestion des flux migratoires et l'accueil des réfugiés est éclatée en plusieurs ministères. Et nous avons été frappés par le manque de coordination entre l'ensemble des acteurs publics qui intervient. Cette carence a été soulignée par plusieurs de nos interlocuteurs qui nous ont expliqué qu'il n'existait pas en Grèce de procédure pour permettre une coordination interministérielle. Pour améliorer la gestion globale et transversale de la question des flux migratoires, le gouvernement grec a créé un ministère spécifique chargé de la politique migratoire qui a sous sa responsabilité le service grec de l'asile, même si celui-ci garde une certaine autonomie. Ce ministère ne paraît pas encore jouer un rôle prépondérant car il semble manquer de moyens pour peser concrètement dans l'organisation de l'accueil des réfugiés. Nous nous sommes rendus dans les locaux de ce ministère, excentré dans la périphérie d'Athènes, qui ne dispose pas encore de moyens en bureautique. Beaucoup plus grave pour l'efficacité de son action, il ne dispose pas de services financiers propres. Tous les crédits européens qui ont été attribués à la Grèce pour lui permettre de faire face à la situation de pays de première entrée sont gérés par le ministère des Finances, qui les attribue aux ONG et qui leur demande de rendre compte de leur utilisation. Ce ministère de la politique migratoire est donc privé du levier financier. Toute la partie logistique, comme la fourniture d'hébergement dans les hotspots et dans les camps, des repas et des services d'hygiène, est sous la responsabilité du ministère de la Défense. Quant à la sécurité, à l'intérieur des hotspots ou des camps de réfugiés, elle est sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, qui recourt à grande échelle à des sociétés de sécurité privées pour assurer la surveillance. Le ministère de la politique migratoire doit encore faire ses preuves pour l'adoption d'une stratégie de long terme permettant d'améliorer la situation des réfugiés et surtout pour être en mesure de réagir efficacement si brusquement les flux migratoires s'intensifiaient. La Cour des comptes européenne a dressé un bilan de la mise en place des hotspots à la mi-2017 et elle soulignait que la Grèce n'avait pas réussi à adopter les procédures opérationnelles standards pour harmoniser le fonctionnement des différents hotspots et que la direction de ces centres n'avait aucune stratégie d'ensemble. Plus d'1 an après, la Grèce rencontre toujours les mêmes difficultés malgré la présence massive de différents professionnels de terrain travaillant pour des agences européennes, pour des ONG ou pour le HCR. Quelques exemples pour illustrer les carences de l'organisation des services publics grecs. Lorsque nous avons rencontré le directeur du camp de Moria, ce qui a été difficile car des troubles avaient éclaté peu de temps avant notre arrivée, celui-ci ne s'est pas présenté comme le représentant du ministère ni comme celui qui détenait l'autorité sur le camp. Il s'est présenté comme celui qui devait gérer un site de taille comparable à la ville voisine de Mytilène où intervenaient plusieurs prestataires de services indépendants.
L'essentiel des services offerts aux réfugiés sont d'ailleurs assurés par le HCR et diverses ONG. Globalement, l'accès aux soins primaires est très limité et la scolarisation des enfants très partielle, même si les structures éducatives propres aux enfants réfugiés sont en nette augmentation sur cette année scolaire. Plus surprenant encore, la direction du camp n'a pas la responsabilité d'attribuer aux nouveaux arrivants une place précise dans les différentes formes d'hébergement du camp, alors que pour des raisons de sécurité, on aurait pu penser que la direction veuille contrôler la répartition géographique des différentes communautés. Il y a sur le camp 58 nationalités différentes. La responsable de l'antenne du HCR à Lesbos nous a expliqué que l'ONG qui fait ce travail d'attribution des places fait un travail remarquable car du fait de sa connaissance très fine de la localisation des différentes familles, elle contribue à apaiser les tensions intercommunautaires. Plusieurs services qui devraient relever de l'État grec sont assurés par des ONG ou des organisations internationales. C'est ainsi que les services médicaux de base sont assurés par plusieurs ONG, comme Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge. Le HCR a un rôle très important dans la logistique quotidienne puisqu'il fournit à tous les réfugiés une carte prépayée qui leur permet de disposer librement d'une allocation variable selon la composition de la famille et d'accéder ainsi aux biens de première nécessité. Le HCR se charge aussi d'organiser les transports entre les îles et le continent pour permettre un désengorgement du camp de Moria. 2500 personnes ont été évacuées depuis la fin septembre 2018. Au-delà des tâches logistiques quotidiennes, le HCR a aussi organisé, en concertation avec la Commission européenne et l'État grec, un programme de logement qui permet aux réfugiés d'être hébergés dans des appartements en milieu urbain, l'objectif étant de favoriser ainsi l'intégration de ces personnes. D'autres services sont encore assurés par des ONG, comme par exemple l'assistance juridique, car elle n'existe pas en Grèce, de services d'aide juridictionnelle ou encore la présence d'interprètes au cours de l'instruction de la demande d'asile ou pour accéder aux soins. Nous avons pu ainsi rencontrer l'ONG Metadrasi, qui offre plusieurs types de services aux réfugiés. Malgré ces carences, l'État grec cherche à améliorer son fonctionnement, mais il semble le faire avec une méthodologie parfois maladroite. Le représentant du HCR nous a expliqué qu'un des objectifs de son organisation était que le service public grec prenne le relais progressivement de l'action des ONG et des agences onusiennes. C'est ainsi qu'un accord vient d'être signé entre la Commission européenne et le Haut-Commissariat aux réfugiés pour qu'une assistance soit apportée à la Grèce pour organiser de nouveaux services publics permettant de verser directement une allocation aux réfugiés et de prendre en charge les mineurs isolés. Face aux difficultés d'organisation et en raison de l'urgence, le HCR a accepté de continuer à assurer les transports entre les îles et le continent jusqu'à fin décembre 2018, mais au-delà, ce sont les autorités grecques qui devront s'en charger. La phase de transition actuelle est problématique car le ministère des Finances grec est déjà devenu le seul gestionnaire des crédits affectés pour l'accueil des mineurs isolés, alors que jusqu'à présent, l'essentiel des crédits était versé directement par le HCR et l'UNICEF aux différentes ONG qui géraient des centres d'accueil pour ces mineurs. Alors qu'il n'existe pas encore de service public d'aide sociale à l'enfance, les ONG se trouvent confrontées à des problèmes graves de gestion de trésorerie, car elles doivent négocier directement leurs subventions avec le ministère des Finances, qui connaît très mal les spécificités de l'accueil des mineurs isolés. La représentante du HCR à Lesbos nous a confirmé les fortes tensions actuelles entre l'État grec et les ONG qui s'occupent des mineurs isolés. À partir de janvier 2019, l'État grec devra assurer la responsabilité de la prise en charge des mineurs isolés et a rédigé des cahiers des charges tellement exigeants que cela conduira à l'éviction des petites ONG qui sont pourtant aujourd'hui les seules à offrir des centres d'accueil adaptés à ces mineurs. Rappelons qu'en Grèce, sur la période 2016-2018, 1000 enfants ont pu être pris en charge grâce au crédit du HCR et à l'action de plusieurs ONG. Mais sur l'ensemble du territoire grec, le nombre de mineurs isolés est évalué à 3300, avec seulement 1100 places d'hébergement. Au-delà de la question de l'hébergement, qui est très problématique, ce sont aussi des ONG comme Metadrasi qui assurent la scolarisation et des activités culturelles pour ces mineurs isolés. À Moria, par exemple, cette ONG permet à 115 enfants de bénéficier d'une forme de scolarisation qui se déroule au siège de l'association à Mytilène, un service de transport quotidien étant assuré du camp à l'association. Plusieurs personnes rencontrées ont fait part de leurs préoccupations quant à la capacité de l'État grec d'assumer cette nouvelle responsabilité d'ici le début 2019, car le risque est de voir des structures d'accueil contraintes fermées alors que les mineurs isolés n'auront pas de solution alternative. Dans d'autres domaines de l'organisation administrative, des progrès ont été constatés, comme par exemple pour accélérer l'instruction des demandes d'asile.
Le représentant de Lesbos, du Bureau européen d'appui pour l'asile a souligné que le champ d'intervention de son organisation s'est peu à peu élargi. La loi grecque relative à l'asile a été modifiée en mai 2018 pour permettre à cet organisme européen d'apporter son concours technique dans tous les types de procédures d'asile, ce qui a permis de doubler le nombre d'entretiens réalisés chaque jour à Lesbos pour déterminer si les réfugiés peuvent être considérés comme éligibles ou non au droit d'asile. Plus récemment, le Bureau européen d'appui pour l'asile a même été autorisé par l'État grec à apporter son concours pour assister les juges chargés de procédures d'appel. C'est au niveau de l'appel que les délais d'instruction sont les plus longs aujourd'hui. Dans le même temps, la réforme législative a permis la création de 8 comités d'appel supplémentaires et 2 comités d'appel seront situés sur les îles. Une équipe de 18 magistrats spécialisés a été mise en place pour faire face au cas d'urgence. De plus, la nouvelle loi a réduit les échelons d'appel. Il n'y a plus que 3 niveaux au lieu de 4 auparavant. Même si on peut regretter que cette réforme ait été adoptée seulement en mai 2018, alors que le service grec de l'asile a été saturé dès le milieu de l'année 2016, il faut saluer cette réforme qui intervient dans un contexte général de réduction des emplois publics en Grèce. Ma collègue va maintenant vous évoquer le rôle des autorités européennes dans la gestion des réfugiés en Grèce. Marietta. Merci Ludovic. Alors, ce déplacement donc en Grèce nous a conduit à nous interroger sur le rôle de la Commission européenne et plus largement des agences européennes dans la gestion de la crise migratoire. Et nous avons regretté fortement d'ailleurs de ne pouvoir rencontrer le représentant de la Commission européenne à Athènes qui était souffrant, car nous n'avons pu réellement percevoir quel a été le rôle justement de la Commission, de la DG Home, dans la gestion de la crise migratoire en Grèce. C'est sur l'impulsion de la Commission européenne que le système des hotspots a été mis en place, mais nous n'avons pu mesurer donc la même manière dont la Commission européenne a pu coordonner l'action des différentes agences européennes qui ont pourtant joué un rôle clé dans le fonctionnement des hotspots et dans la surveillance des frontières de la Grèce. De même, nous n'avons pu analyser le partage de rôles entre la Commission européenne, la DG Home, et l'OACR, ou encore avec l'Organisation internationale des migrations, l'OIM. Il ne faut pas oublier que durant la crise migratoire, la Grèce connaissait une situation financière dramatique, ça a été rappelé très justement par mon collègue Ludovic Mendes, qui l'a conduite à être sous une étroite vraiment surveillance des autorités européennes. Un service spécifique de la Commission européenne était même chargé d'inciter la Grèce à mener des réformes structurelles, donc ça s'appelle le service d'appui à la réforme structurelle. Il peut sembler étonnant que certaines réformes dans l'organisation des conditions d'accueil ou de la procédure d'asile aient été longues à mettre en place, alors que la Grèce disposait d'un panel d'experts impressionnant pour coordonner la réaction à la crise des réfugiés. Peut-être d'ailleurs ce panel impressionnant, je dirais, d'experts, c'était aussi un des éléments qui posait problème, puisque ce n'est pas les experts qui font le quotidien, je dirais, des services. Ça a été signalé d'ailleurs par plusieurs autorités. Le soutien financier de l'Union européenne pour aider la Grèce à faire face à la crise migratoire a été massif, mais il semble que la Grèce ait eu du mal à utiliser ses crédits de manière optimale, compte tenu le manque d'organisation des services. Mais comme ça a été dit aussi dans le rapport de la Cour des comptes, de la Cour européenne des comptes, mais aussi parallèlement, il faut le dire aussi, que cette crise économique très grave que le pays traverse depuis 2008 a retardé toutes les réformes structurelles nécessaires pour pouvoir avancer. Plusieurs instruments financiers ont permis donc de soutenir donc la Grèce. La Commission européenne a financé l'octroi d'une aide humanitaire en faveur des personnes dans le besoin sur le territoire de l'Union européenne au moyen d'un instrument de l'aide d'urgence déclenché pour la première fois en mars 2016. Et jusqu'à présent, l'Union a fourni à la Grèce une aide humanitaire qui s'élève à 605,3 millions d'euros au total par l'intermédiaire de cet instrument. L'aide humanitaire de la Commission vient compléter celle apportée par d'autres instruments financiers de l'Union européenne qui ont déjà fourni d'importantes ressources financières pour aider la Grèce, tels le Fonds Asile, Migration, Intégration, le Fonds pour la sécurité intérieure, le Fonds européen d'aide aux plus démunis et le programme Santé de l'Union européenne,
Elle complète aussi les offres bénévoles d'assistance matérielle faites par les États participant au mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Il nous est difficile donc d'analyser les causes complexes qui expliquent que malgré les fonds disponibles, la Grèce ne soit pas en mesure de fournir des abris en nombre suffisant dans les hotspots et les camps de réfugiés. Mais sur les questions qu'on évoquait de personnel, etc., c'est aussi le fait qu'ils n'ont pas le droit d'augmenter les dépenses publiques aussi. Donc il faut le signaler. Plusieurs interlocuteurs ont évoqué aussi la difficulté de respecter les règles strictes de recours aux appels d'offres, aux règles des marchés publics lorsqu'il y a urgence. De même, face à la difficulté de recruter les médecins sous conditions statutaires pour apprécier si les demandeurs d'asile présentent des vulnérabilités particulières, il faudrait prévoir des possibilités de déroger à ces règles ou en tout cas de réévaluer finalement, je dirais, le salaire de ces médecins, parce qu'on a constaté qu'il y a des médecins mais qui sont plus pris par des ONG parce qu'ils sont mieux payés que par l'État grec. Voilà. Donc, du coup, peu de médecins peuvent intervenir et donc ça bloque aussi le processus de l'asile. En conclusion, sur cet aspect financier, il nous paraît très important que l'attribution de fonds européens soit accompagnée d'une évaluation, bien sûr, de leur utilisation, de l'analyse des facteurs de blocage de leur utilisation dans les délais raisonnables. Sans cela, la tentation sera grande de faire à la place de l'État concerné des grandes institutions comme le HCR constituant à se substituer aux services grecs pour organiser, par exemple, le transport des réfugiés entre les îles et le continent. Mais il faut toujours, je le dis et je le rappelle, qu'il faut prendre en compte la situation financière de chaque pays pour pouvoir finalement mieux adapter non seulement les aides, mais aussi un accompagnement, une intervention différente dans chaque pays. Voilà. Quel enseignement peut-on tirer donc de la position de la Grèce dans le cadre de la réforme européenne du droit d'asile? On peut le dire que la Grèce a bénéficié depuis 2015 de plusieurs types de soutien de la part de l'Union européenne, un très important soutien financier, une présence massive de professionnels des agences européennes. Pour mémoire, Frontex a envoyé au plus fort de la crise 600 personnes pour assurer la surveillance des frontières, pour apporter son concours à l'enregistrement dans les hotspots. Quant au Bureau européen d'appui pour l'asile, il a pu mobiliser près de 300 professionnels pour renforcer les équipes au service grec de l'asile. Il convient de souligner aussi que la Grèce ne disposait d'aucune structure administrative en 2015. Aujourd'hui, oui, la machine administrative a été mise en place, mais en 2015, il n'y avait pas ces éléments-là, il n'y avait pas de service pour instruire les demandes d'asile lorsque la crise migratoire a frappé ce pays. Elle doit faire bien sûr face à des problèmes très complexes sans aucune culture administrative dans ce domaine. Et l'administration grecque dans son ensemble connaît de profonds changements, mais la phase de transition est difficile. Organisation parfois défaillante, formation insuffisante des personnels. Ce contexte, s'il ne constitue en rien une excuse, c'est néanmoins un facteur, en tout cas, explicatif de certaines difficultés dans le secteur de la prise en charge des migrants sur place. Malgré l'assistance donc importante dont elle bénéficie, la Grèce a très mal vécu cette crise. Elle a considéré qu'elle supportait seule avec l'Italie le poids de la crise migratoire. Paradoxalement, elle a aussi mal accepté la présence massive de personnel travaillant pour la Commission européenne, car elle a ressenti certaines recommandations comme de véritables injonctions qui mettaient à mal la souveraineté de l'État grec. L'Union européenne doit donc veiller à travailler en concertation étroite avec les responsables grecs pour que les réformes proposées ne soient pas ressenties comme dictées par des impératifs technocratiques. Et le conseiller du ministre, d'ailleurs, chargé de la politique migratoire que nous avons rencontré, a insisté sur l'urgence de la réforme européenne du droit d'asile. Pour la Grèce, le concept donc, de solidarité n'est pas à la carte. Il figure explicitement à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et la solidarité ne peut être limitée à l'envoi d'experts nationaux et à des contributions financières. La Grèce, par souci de compromis, avait appuyé en juin 2018 le texte préparé par la présidence bulgare au sujet du projet de règlement Dublin IV, qui prévoyait un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile uniquement en cas de grave crise migratoire. Elle est opposée à l'adoption échelonnée de différents textes constituant le paquet asile, mais même si le renforcement des prérogatives du Bureau européen d'appui pour l'asile,
qui évoluerait vers une agence européenne de plein exercice semble bien acceptée. Il faut donc une approche plus intégrée de la politique d'asile et une liste européenne unique définissant la liste des pays d'origine considérés comme sûrs. Et la Grèce estime que les États membres doivent se mettre d'accord de manière urgente sur un mécanisme de solidarité pour parvenir à une répartition plus équitable des demandeurs d'asile, même si ce mécanisme est transitoire à l'attente de la réforme du règlement de Dublin. Elle plaide également pour une procédure réellement harmonisée du droit d'asile, considérant que les divergences actuelles dans le taux d'attribution du statut de réfugié pour une même nationalité, comme par exemple pour les Afghans, est fortement préjudiciable, ce qui fait d'ailleurs que sur Lesbos, nous avons assisté à des soulèvements, d'une certaine manière, entre communautés, particulièrement les Afghans qui trouvent qu'ils ne sont pas bien traités, compte tenu du fait qu'il y a une priorité donnée aux Syriens. Et donc, eux, ils restent depuis plusieurs mois, 2 ans, il faut le dire, dans les mêmes camps, dans des conditions quand même très difficiles, inhumaines parfois. De même, elle estime que les critères pour octroyer l'asile font l'objet d'interprétations trop disparates selon les États membres. L'objet de la réforme européenne du droit d'asile est justement de parvenir à une procédure objective, un statut uniforme de demandeurs d'asile dans tous les pays membres de l'Union européenne. Et pour le gouvernement grec, si le Conseil européen s'en tient à la recherche d'un consensus entre tous les États membres, cette réforme ne sera jamais adoptée, car certains États ont un intérêt à la bloquer. La Grèce est donc favorable à un vote à la majorité qualifiée. Cette position s'explique par le sentiment que le pays serait un maillon dans la chaîne mise en place depuis la Turquie pour maintenir autant que possible les migrants sur place et éviter qu'ils ne continuent leur route vers d'autres pays européens. En conclusion, je dirais que la situation actuelle de la Grèce illustre tous les défis de l'Union européenne que devra relever pour réussir sa réforme du droit d'asile, pour élaborer parallèlement une stratégie commune pour organiser les flux migratoires. Les pays européens les plus exposés aux flux migratoires devront trouver un équilibre entre leur souveraineté nationale et les nouvelles prérogatives conférées à la future agence européenne pour l'asile, qui sera donc la garante d'une véritable harmonisation du droit d'asile. Il en est de même pour la surveillance des frontières, avec les nouvelles missions qui devraient être attribuées à Frontex. Enfin, l'efficacité des différentes agences européennes dépend largement de la volonté des États membres de participer à leur fonctionnement. La Grèce illustre parfaitement ce problème. Les experts nationaux envoyés aux côtés des professionnels du Bureau européen de l'asile n'étaient pas assez qualifiés pour être immédiatement opérationnels et surtout leur mission était trop brève pour réaliser un travail de fond. Renforcer le rôle des agences européennes telles que Frontex, Europol, la future agence européenne de l'asile ne pourra pas se faire à court terme en comptant sur les seuls effectifs propres à chaque agence. Et le concours des États donc membres pour l'appui logistique et la mise en disposition des experts nationaux restera d'actualité et ce pourrait être pour certains États une manière de participer au futur mécanisme européen de solidarité. La Grèce paraît assez réticente aussi au sujet des dernières propositions de réforme formulées sous la présidence autrichienne, comme celle des centres contrôlés. La Commission prend bien soin de ne pas les nommer centres fermés. Dans certains États membres volontaires qui permettraient d'identifier les personnes débarquées avant d'en accueillir certaines et d'en envoyer d'autres. La Grèce a dit très clairement qu'elle ne souhaitait pas voir certains hotspots transformés en centres contrôlés. Elle estime que l'urgence est plutôt à revoir la manière dont les bateaux qui viennent au secours des réfugiés en Méditerranée doivent être orientés vers des ports sûrs, les pays méditerranéens devant se mettre d'accord pour organiser une rotation des ports d'accueil. Cette position de la Grèce, pays qui a dû fournir un effort considérable alors qu'il était lui-même en pleine crise financière, doit nous persuader de l'urgence à continuer à négocier sur le paquet asile, car il paraît très important de parvenir à des décisions avant les élections européennes. La Grèce a aujourd'hui atteint ses limites dans sa capacité à faire face aux réfugiés qui sont sur son territoire. L'urgence pour ce pays est de gérer au mieux l'accueil, voire l'intégration de ceux qui ont demandé l'asile sur place. Mais si demain la Grèce devait affronter une nouvelle crise migratoire, et je crois que ici nous partageons tous
les inquiétudes que je trouve sur les frontières syriennes turques actuellement, elle serait tellement impuissante pour y faire face, car l'Union européenne a tergiversé, je dirais, durant 2 ans et a reculé devant des choix politiques importants. Le dernier Conseil européen d'octobre dernier a montré l'attentisme des États. Alors qu'il serait urgent de trouver des solutions pérennes, la Commission européenne, quant à elle, essaie de proposer des solutions allant vers plus d'intégration de la politique de surveillance des frontières et de la politique d'asile, mais elle reste assez impuissante face à l'inertie des États membres. Vous l'avez compris, notre intervention, elle était longue, mais on a couvert, je pense, avec fidélité l'ensemble des entretiens que nous avons eus. On a essayé de partager avec vous aussi, je dirais, toute l'inquiétude, honnêtement, qui est exprimée à la fois par différents représentants, non seulement de l'État, du Parlement, mais aussi des ONG et de ceux qui travaillent au quotidien. Et ils sont conscients de leurs difficultés, mais ils sont conscients aussi de l'urgence d'avancer. Et je crois que notre travail doit se poursuivre pour faire en sorte, parce qu'on voit très bien aujourd'hui qu'il y a une nouvelle voie qui se met en place, qui est l'Espagne-Maroc, et que l'Union européenne vient de décider il y a 2 jours, si je ne me trompe pas, 140 millions d'euros d'aide au Maroc pour, quelque part, un certain accord tel qu'on a pu voir avec la Turquie. Attention, essayons de tirer les leçons de ce qui s'est passé dans l'accord avec la Turquie et l'impact sur l'Italie et la Grèce pour ne pas avoir la même situation sur l'Espagne aujourd'hui et demain. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, chers collègues, de nous avoir fait un fidèle compte-rendu de ce que vous avez vu. Effectivement, je crois qu'il est grand temps de se préoccuper d'une manière beaucoup plus concrète et efficace de ces questions, mais on voit comme d'habitude que le mot solidarité, on a du mal à lui donner corps dans l'Union européenne. Donc, c'est à nous aussi de pousser ces sujets là où nous le pouvons. On a une demande de parole, Bruno Gollnisch. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai écouté avec attention les rapports de Madame et Monsieur les rapporteurs. C'est extrêmement intéressant. Je voudrais faire simplement une ou 2 observations. La première chose qui me frappe, c'est que, semble-t-il, il n'y a pas de dispositif prévu pour rapatrier les déboutés du droit d'asile. C'est-à-dire que il semblerait que peut-être me tromper, en tout cas ça n'a pas été évoqué. Il a été évoqué les différents comités d'appel. Bon, mais qu'en est-il lorsque, à l'issue de ces procédures, le droit d'asile est refusé à tel ou tel demandeur? Deuxièmement, d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que toute personne qui met le pied illégalement sur le sol de l'Union européenne doit être d'office considéré comme demandeur d'asile simplement parce qu'il ou elle le demande? Je suis assez frappé dans les statistiques, par exemple, qui nous sont présentées dans le dossier par les nationalités d'origine de ces demandeurs d'asile. Par exemple, la question des Afghans a été évoquée. Je trouve tout de même extraordinairement paradoxal que l'on envoie de jeunes Européens se faire tuer en Afghanistan, prétendument pour défendre les libertés de ce pays, face à la menace que représentait l'emprise islamiste, et que l'on laisse dans le même temps des jeunes Afghans en âge de combattre venir se réfugier chez nous au motif que la guerre existe chez eux. Nous avons des dispositifs, nous avons des corps d'armée tels qu'en France, par exemple, la Légion étrangère serait parfaitement capable de les incorporer et de faire en sorte qu'ils retournent dans leur pays d'origine, perçoivent une solde régulière et défendent les libertés ou l'indépendance de celui-ci. Je suis aussi frappé par le fait que... Alors, la même observation vaut d'ailleurs, par exemple, pour les Maliens. Je remarque le très grand nombre d'Érythréens, et je considère, et ça dure depuis des années, c'est un véritable scandale. Chacun sait que les Érythréens fuient, notamment parce qu'un régime dictatorial là-bas a instauré pratiquement un esclavage moderne sous l'aspect d'un service militaire perpétuel. Ceci devrait requérir
une intervention de l'Organisation des Nations Unies. Cette question devrait être portée, me semble-t-il, devant le Conseil de sécurité, car il est bien évident que le flux massif d'Érythréens représente une déstabilisation, et notamment une déstabilisation de notre continent. C'est une question qui devrait être traitée de façon internationale et, au besoin, par l'envoi d'une force multilatérale, soit sous l'autorité du Conseil de sécurité, soit du fait sous la direction de l'Organisation de l'Unité africaine. Enfin, je suis frappé aussi par le fait qu'il y a évidemment beaucoup de réfugiés émanant, ça n'est pas forcément la même chose, de pays de langue arabe ou de culture musulmane. Je ne confonds pas d'ailleurs ces deux ensembles, ils sont bien distincts, mais je ne sais pas quels sont les efforts qui sont consentis par des pays dont la langue, la culture ou la civilisation est infiniment plus proche précisément de celle de ces réfugiés que ne l'est la nôtre, et qui ont des moyens extrêmement importants, notamment tirés des revenus du pétrole. En d'autres termes, peut-être que nos bons alliés des monarchies du Golfe et d'ailleurs pourraient elles-mêmes consentir un effort pour des réfugiés qui leur sont proches par la langue ou par la culture. Voilà les quelques observations que je voulais faire. Jean-Louis Bourlange. Oui, je voudrais d'abord poser une question de méthode. J'ai cru comprendre que l'exposé les très brillants exposés de nos deux rapporteurs étaient publics. Ils sont diffusés actuellement. Je suis préoccupé par ça, et je suis préoccupé d'une publication sous ces formes-là. Je pense que, quelle que soit la pertinence des propos qui sont tenus, notamment dans le rapport de M. Mendes, il y a vraiment de quoi provoquer une difficulté avec l'État grec. Alors, sur le fond, il n'y a rien à dire, mais il y a quantité de mots qui me paraissent extrêmement blessants. Les mots carence, maladroit, etc. Je ne pense pas qu'on soit dans une situation européenne telle qu'on doive se brouiller avec un État de plus. Je veux dire, je crois que là, il y a un problème, et le rapport, on ne l'a pas encore, mais avant publication, je voudrais effectivement que M. Mendes et Mme Karmanli le regardent attentivement pour le rendre quand même aussi... On n'est pas dans la même situation. Vis-à-vis de la Commission, on peut se permettre d'être très sévère, parce que la Commission, c'est nous. Hein, c'est nous. La Grèce, c'est un État étranger, ami, qui est dans une relation extrêmement difficile depuis maintenant de nombreuses années avec l'Union européenne, qui a été traité de sous-État, etc., et avec lequel nous avons toujours, nous Français, eu la volonté d'établir une relation apaisée, sereine et de solidarité, sans du tout négliger les carences. Que tout ce que dit M. Mendes dans son rapport est très intéressant, très juste. Mais je pense qu'il y a une question de ton, de choix de vocabulaire auquel il faut porter la plus grande attention. Ça me paraît quand même très, très important. Deuxièmement, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je crois que on voit bien les contradictions, notamment de l'État grec. Par exemple, la contradiction qui veut à la fois, enfin, les Grecs poursuivent à la fois une exigence de solidarité accrue, on les comprend, et une proclamation de souveraineté renforcée. Bon, mais il faut un peu choisir. Hein. Je veux dire que soit ils veulent qu'on traite les affaires et qu'on les soulage d'un certain nombre d'affaires, et ça implique un certain nombre d'interventions, soit ils estiment que la Grèce, comme on dit en Italie, farà da sé, agira toute seule, se débrouillera, et puis voilà. Donc là, je crois qu'il y a des contradictions. Je trouve qu'il a été très, très bien souligné, notamment dans le rapport de Mme Karmanli. C'est tout à fait bien souligné. Et alors je pense que ce qu'il faudrait peut-être, c'est comprendre ce que devrait être un parcours, je dirais, logique pour les immigrés. On prend depuis
depuis leur départ de chez eux, enfin disons de Turquie en tout cas, jusqu'à leur intégration dans l'Union européenne ou jusqu'à leur retour, quelle serait la filière idéale? Quelle serait, par exemple, première question, est-ce que, en principe, on ne fait pas de hotspot, bien qu'on ait effectivement changé les choses avec les accords avec la Turquie, mais on ne fait pas de contrôle du droit à l'asile avant d'entrer sur le territoire européen. Bon, les hotspots, enfin, devraient être à l'intérieur. Les Grecs sont très sensibles à ça, puisque si on fait des contrôles chez eux, ils savent bien que quand le contrôle sera négatif, M. Gollnisch a raison de souligner, le retour n'est pas tellement prévu. Donc ils se disent, bon, est-ce que, oui ou non, on doit avoir, de ce point de vue-là, une position qui évolue et qui fasse évoluer le droit international en disant les contrôles du droit à l'asile peuvent être effectués et doivent être effectués en dehors du territoire de l'Union européenne ou nécessairement sur le territoire de l'Union européenne. C'est une première question qui est posée. Deuxièmement, la question de la solidarité. Là, c'est quand même effectivement impressionnant de voir à quel point on reproche à l'Union européenne des choses qui sont totalement contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on dit que technocratiquement, parce qu'il n'y a rien de technocratique, cette affaire, technocratiquement, on a proposé de répartir des quotas d'immigrés en décidant à la majorité qualifiée. La Commission a fait une proposition, le Conseil des ministres s'en est saisi, c'est une autorité politique, il a voté, etc. Et on dit non, il faut faire autrement. Autrement, je ne sais pas comment d'ailleurs. Bon, là, il faut quand même qu'on se prononce. Est-ce que oui ou non? Et on ne peut pas être à la fois, et c'est un peu le défaut des Grecs, mais enfin, dans la fois l'attitude de M. Salvini qui dit je veux plus de solidarité et je veux maintenir la souveraineté de chacun, et donc il ne sait plus quel discours il doit tenir vis-à-vis de M. Orban ou vis-à-vis des Autrichiens. Il y a une contradiction là, et là, il faudrait savoir effectivement comment les Grecs exactement se situent là-dessus. Est-ce qu'ils assument vraiment la logique, ce qui a été dit par Mme Karamanli, c'était très intéressant, la logique de la majorité qualifiée et du partage de la répartition des immigrés, et comment leurs partenaires tiennent le discours. Et puis, troisièmement, il y a tout le problème qui a été posé, qui est de l'article. Alors, le rapport de M. Madès, il est très bon. Il dit les Grecs sont globalement, ça ne marche pas du tout ce qu'ils font. Hein, ça ne marche pas du tout. C'est vrai. Ça ne marche pas du tout, mais je crois qu'il faut bien remettre ça dans le contexte. Il faut beaucoup plus, en termes de communication, présenter ça comme des efforts à accomplir, des modifications, plutôt comme une espèce de sanction. Ce sont quelques mots qu'il faut changer, mais à mon avis, c'est important. En revanche, le problème de l'articulation entre les responsabilités proprement intérieures grecques et les responsabilités des services extérieurs, notamment des services de la Commission, il faudrait quand même aussi amener les uns et les autres à bien définir la ligne de démarcation, le pointillé. Qu'est-ce qui est de la responsabilité des uns, qu'est-ce qui est de la responsabilité des autres? Et là, on a l'impression que de part et d'autre, de la part de la Commission comme de la part des Grecs, il y a une sorte de confusion qui est entretenue et un refus de clarifier les choses. Moi, je crois que c'est ça le problème. C'est que tant qu'on n'aura pas défini une filière logique de traitement des immigrés, des demandeurs d'asile depuis le début, depuis la Turquie jusqu'au bout, et tant qu'on n'aura pas essayé de clarifier les responsabilités respectives des États et des services de la Commission, on pataugera. Et si en revanche on fait cette clarification, là on peut essayer d'amener effectivement les Grecs à leur donner des moyens, à avoir plus de capacités. Sauf qu'il y a toute une... Il faut à la fois être plus indulgent à l'égard des Grecs et peut-être plus... Mais ça, il y a tous les éléments dans votre rapport qui est excellent, plus clair sur la stratégie qui serait celle de l'Union européenne telle que nous la souhaiterions dans cette commission. Merci. Joachim Pillot. Oui. Madame la Présidente, merci. Je vais être très court. Moi, je voudrais remercier également les deux co-rapporteurs sur ce dossier. Alors, c'est vrai que l'agenda politique n'est pas propice, hein, dans la mesure où l'approche des élections européennes va cristalliser un débat entre les europhiles et puis les eurosceptiques. Bon, c'est dommage, mais ce sera comme ça. La question que je voulais vous poser par rapport à la commission Juncker, il fait deux propositions. Proposition de recruter davantage de gardes
gardes-frontières, 10 000, dit-il. Est-ce que pour vous, c'est réaliste? Est-ce que déjà, vous pensez que les gardes-frontières tels qu'ils sont actuellement ont suffisamment de moyens juridiques et moyens pour effectivement faire leur travail dans des meilleures conditions? Et puis, moi, je suis plutôt europhile. Donc, je me dis, il faut réformer l'Agence européenne de l'exil, c'est-à-dire qu'il faut la renforcer, bien évidemment. Est-ce que vous ne croyez pas que dans une Union européenne relativement solidaire, on pourrait imaginer, si l'Agence européenne a suffisamment de moyens, qu'elle se substitue aux agences nationales pour régler effectivement ce problème de réfugiés, qu'ils soient demande d'asile ou économiques? Merci. Les rapporteurs ont la parole. Je vais juste en priorité répondre à M. Bourlange et lui dire que je comprends ce qu'il vient de dire en fait sur la manière de présenter les choses. J'ai préféré le faire de façon, j'allais dire cash et non détournée. Non mais même au-delà d'entre nous, on a eu pas mal d'échanges avec des responsables grecs sur place et le constat est clair. Alors malheureusement, la Grèce pâtit de ça aussi, de ces dysfonctionnements en interne, parce que l'Union européenne lui impose certaines décisions. Le fait de ne pas pouvoir recruter des juges complémentaires, de ne pas pouvoir recruter certains fonctionnaires, pose des véritables problèmes. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi que quand on gère les finances, entre guillemets, de l'Union européenne sur le sujet de la migration par le ministère des Finances, ce n'est plus le même débat que s'il était fléché du bon côté. Seulement 38% des budgets vont au ministère de l'Asile, de l'immigration. Une partie va à la défense, une partie va à l'intérieur. Donc, quand on a du mal à comprendre pourquoi, on se pose certaines questions. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis permis de... Voilà, mais il y a peut-être 2-3 mots qu'on pourra changer dans la retranscription écrite, et là-dessus, il n'y a aucun problème pour moi, et je comprends les préoccupations que vous venez de partager. Sur les filières logiques, c'est aussi une réflexion très intéressante, sauf qu'aujourd'hui, je crois que personne n'a de réponse. On n'arrive pas à le définir, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de continuer sur ce rapport. On a encore échangé hier matin avec des ONG françaises qui travaillent sur les sujets. Là, l'idée, c'est quand même d'aller voir en Espagne et au Maroc ce qui se passe, parce que moi, j'entends et je lis des médias où on nous explique qu'au Maroc, on les envoie de la frontière, des fois de façon très violente. On les renvoie de la frontière vers le sud du Maroc, au Sahraoui, et qui n'arrivent pas en Espagne, mais en contrepartie, on nous montre encore la semaine dernière que Bayonne est devenue une ville de transit des personnes qui arrivent par l'Espagne et qui veulent remonter vers Paris ou vers le nord de l'Europe. Donc il y a une situation, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un défaut, encore une fois, de l'Union européenne ou en partie des ONG qui interviennent en Espagne? Il faut être aussi critique envers nous-mêmes. Je pense qu'il y a aussi des défauts en France, et on le dira dans notre rapport. Mais si on veut faire changer les choses au niveau de l'Union européenne, il faut qu'on puisse faire le constat de chaque défaut de chaque pays européen. Monsieur Gollnisch, pour les déboutés du droit d'asile, aujourd'hui, tout est mis en place. Ceux qui le sont envoyés dans leur pays avec un accompagnement en plus de l'Union européenne, souvent le plus possible de façon volontaire. Il y a de plus en plus de retours qui se font depuis la Grèce ou non. La Grèce est un des pays qui est le moins touché, par exemple, par les Dublinés, que 4 personnes considérées comme Dublinés qui ont été demandées de retour sur le territoire grec. Et la question que vous avez posée, alors juste une chose, il n'y a pas de culture musulmane. Je voudrais juste qu'on soit d'accord là-dessus. L'islam est une religion, ce n'est pas une culture, c'est cultuel. Entre la culture et le cultuel, il y a quand même des choses qui se séparent. On n'est pas de culture catholique, on est de culture européenne, voire française, mais c'est encore autre chose. Oui, mais enfin, l'un interagit sur l'autre. S'il vous plaît, Monsieur Gollnisch. Je tiens juste à le rappeler, parce que tous les pays arabes ne sont pas... Dans tous les pays arabes, nous n'avons pas des personnes... La parole est au rapporteur, s'il vous plaît. Dans tous les pays arabes, tout le monde n'est pas musulman, il faudrait peut-être le rappeler aussi, et c'est important. Doivent-ils être automatiquement demandeurs d'asile s'ils le demandent? Oui. Oui. C'est aussi la Convention de Genève, c'est la base. Il y a des personnes qui arrivent sur des territoires qui ne demandent pas l'asile. Ils demandent à passer. J'étais à Mayotte la semaine dernière, il y a des personnes qui arrivent sur le territoire français, qui arrivent dans Juan, donc des grandes de Comores, et qui nous expliquent qu'ils ne veulent pas l'asile, ils viennent voir un cousin pour un dîner, pour un repas, pour un enterrement. C'est la réalité. Ils ne demandent pas tous l'asile quand ils arrivent sur le territoire. Alors ils sont peut-être là de façon illégale, parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions du visa et toutes ces choses-là. Mais demander l'asile, qu'on puisse les protéger ou pas, après c'est à nous de l'analyser au cas par cas, de façon individuelle. Pourquoi elles demandent la protection d'un État? Donc oui, ils ont le droit de demander l'asile, et je peux vous assurer que demain, ça, c'est une chose qu'on ne remettra jamais en question. Alors,
Pour compléter un petit peu les réponses sur au niveau des questions qui ont été soulevées, d'abord, rappeler aussi et préciser que les autres pays voisins, je pense au Liban, je pense à la Jordanie, accueillent fortement des réfugiés. On parle de plus de 2 millions au Liban, plus de 20% de la population. On parle de plus de 1,5 million en Jordanie. Donc voilà, donc on ne peut pas dire que ces pays arabes ne prennent pas part à l'accueil de réfugiés, de demandeurs d'asile dans leur pays. Donc ça, je voulais quand même le préciser également. Sur le retour vers la Turquie, on a donné les chiffres, vous les avez tous, mais il faut signaler également, et que ça rejoint un petit peu la question de mon collègue Joachim sur Frontex, qui a un rôle encore plus important à jouer sous la frontière, je dirais, entre la Turquie et la Grèce, parce que les derniers événements que vous avez suivis tous ont ajouté, ont compliqué un peu les relations entre la Grèce et la Turquie. La question de coup d'État, la question des soldats qui ont été enlevés, etc. et tout. Pourtant si simple traditionnellement. Non, mais non, je peux vous dire, je vais vous donner un exemple. J'ai été sur la frontière turque-grecque il y a 3 ans, en pleine crise migratoire, 2014-2015. Et j'étais vraiment touchée comme européenne de voir ces deux pays où parfois l'histoire les a opposés, de travailler main dans la main au niveau de la frontière de Hébros, donc au nord, à travers la rivière. J'ai vu des policiers, des marins turcs comme grecs, et qui ont travaillé ensemble. Aujourd'hui, ça nous a été dit, on ne s'est pas déplacé au nord de la Grèce, ça nous a été dit, ça devient un peu plus compliqué, parce que le contexte géopolitique et des relations sont aussi complexes. Donc nous, on ne peut pas intervenir. Ce qui rend aussi quelquefois difficile de accepter les retours par la Turquie pour un certain nombre de personnes qui ne relèvent pas. Ce qui fait donc qu'un certain nombre de personnes restent dans les hotspots et c'est considéré un petit peu comme une prison à ciel ouvert et qui pose problème sur l'ensemble du territoire parce que ces îles qui connaissent quotidiennement des événements, elles ne peuvent plus. Il faut rappeler que le camp de Moria, qui a diminué le nombre de personnes, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui à 8000 à peu près, au lieu de 2500 normalement. Ils ont atteint 12 000. Et les flux continuent, etc. Donc du coup, c'est des conditions très difficiles et tous les îles connaissent cela. Sur la question, moi je partage les remarques donc de mon collègue M. Bourlange. Oui, les Grecs ont été très clairs sur ce qu'ils veulent voir au niveau de l'Union européenne. La majorité qualifiée, une intervention forte de Frontex, de l'accompagnement, etc., de la logistique, de la procédure obligatoire, d'un statut unique, voilà, un mécanisme de solidarité, etc. Et qu'ils veulent une solution transitoire, mais pour ne pas bloquer également la discussion sur le règlement. Donc il faut qu'on avance, parce que la crise est là, et il y en a d'autres qui risquent de venir. Et donc, et je pense pour la Commission européenne, comme pour nos États membres de l'Union européenne, c'est important de leur dire, attention, analysons ce qui s'est passé aussi avec l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, et voyons, pour nous éviter, enfin, je pense que ce sera la suite de notre mission, évitons les erreurs commises là-bas. Les points positifs, il faut les garder. Les points négatifs, il faut les signaler pour que, dans ce qui se passe avec l'Espagne et le Maroc, ne connaissent pas la même situation. Parce qu'on voit très, très bien que les routes bougent, changent. Une fois, c'est la Grèce, une fois, c'est l'Italie, une fois, c'est le Maroc. Aujourd'hui, c'est le cas du Maroc. Donc, il faut qu'on reste très vigilant. Et je pense qu'il faut dire des choses. Voilà, c'est un pays qui fait des efforts. Moi, j'ai insisté particulièrement pour dire que il y a un problème structurel, administratif, qui date. Je vous envoie à la limite à une thèse que j'ai écrite là-dessus. Donc ça, honnêtement, c'est constaté et ça continue. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des efforts de réforme structurelle dans ce pays, dans un contexte de crise forte. On peut pas. Et ça, je pense que la Commission européenne ne comprend pas
ou ne veut pas voir quand nous avons, pour adapter ces outils dans une crise migratoire par rapport à un pays qui est vraiment en crise financière, plus forte que d'autres pays. Voilà. Joachim Peilleux, je me permets de rebondir aussi sur la partie Frontex. On n'a pas totalement répondu. Est-ce que c'est réalisable, 10 000 hommes? Oui, mais il faut juste que les moyens financiers de l'Union européenne suivent. Ça, c'est en train d'évoluer, c'est en train de se mettre en place. Les États contribuent, mais il ne faut pas que ça soit un déclenchement que pour la Grèce. Il faut que ça soit pour toute l'Europe et toute la protection des frontières Schengen. Mais c'est sûr que si demain la Grèce nous dit nous, on va être volontaire pour être le pays d'essai du fonctionnement de Frontex, des nouveaux fonctionnements de Frontex, ça serait une très bonne chose. On ne dira pas le contraire. Mais aujourd'hui, on le voit, c'est tout le bassin méditerranéen qui est en difficulté. Il y a moins de difficultés que la frontière turco-bulgare, parce que c'est une frontière qui est totalement fermée, c'est différent, ça fonctionne autrement. Et l'intervention. Et après, les problématiques bulgares sont encore différentes. Mais on se rend compte de toutes ces choses-là. Moi, j'ai eu de la chance, et je tiens à le dire aussi, d'avoir Marietta Karamanli avec moi lors de ce déplacement, non seulement par rapport à ses origines, mais parce qu'elle connaît très bien le pays en tant que présidente du groupe d'amitié. Ça nous a facilité pas mal de choses pour comprendre la situation. C'est vrai que dans mon exposé, au début, je dis mais c'est pas possible. Il ne voulait pas et Marietta m'a quand même expliqué, voilà, elle a fait une thèse sur les problèmes administratifs du pays, et j'ai pu, non pas encore, mais justement, sa thèse a pu, grâce à tout ça, elle m'a pu m'expliquer un peu le dysfonctionnement. Donc on ne peut pas regarder ça comme simplement des Français qui montrent la Grèce du doigt. C'est un problème européen, et on va se rendre compte, si on continue comme ça à se déplacer, qu'il y aura des problématiques partout ailleurs. Moi, je suis d'origine espagnole et portugaise, je sais aussi les problématiques administratives de ces pays-là. On ne peut pas dire qu'en France, tout fonctionne non plus d'un point de vue administratif, et les demandeurs d'asile restent des fois trop longtemps sur le territoire, sans réponse particulière ou sans logement. Donc là, c'est à l'Union européenne d'apporter une espèce d'harmonisation pour nous permettre d'avoir une réponse adaptée à la demande, à la gestion et au retour. Et après à l'intégration. Aujourd'hui, on n'a pas cette partie-là. Et malheureusement, les élections arrivant prochainement, si le paquet asile n'est pas voté, non pas à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée avant les élections, je suis désolé, mais vu ce qui se présage pour l'Union européenne, je pense qu'on pourra repartir de zéro et ce ne sera pas de très bon augure. Merci. Non. Je suis très désolée parce qu'on a une deuxième communication qui concerne nos rapporteurs Alexandre Freschi et André Chassaigne au titre du suivi de leur rapport d'information sur la politique agricole commune. Je vous informe par ailleurs que nous entendrons le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, mercredi prochain à 16h30. Et merci beaucoup à Ludovic Mendes et à Marietta Karamanli. C'est une communication pour l'instant. Le rapport en début d'année prochaine. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.